On ne s'était pas douté que chercher à découvrir l'histoire des châteaux de Loire nous plongerait dans les labyrinthes souterrains de la région. Accompagné de Nicolas Viau, spécialiste de l'habitat troglodyte et des carrières, on y découvre dans l'obscurité les mystères de leur construction. Et plus encore, un monde inconnu qui se dessine. Les témoignages vivaces d'une histoire oubliée qui nous semble être l'expression moderne des grottes de Lascaux. La carrière est un lieu où on extrait la pierre. Des carrières qui ont des dizaines d'entrées, par exemple. D'accord. Et là, c'est des dizaines de mini-réseaux, enfin mini c'est un grand mot, mais qui se sont rencontrés, et du coup, ça a fait un réseau beaucoup plus grand, un réseau de carrières beaucoup plus grand. Pour ça, je dis une carrière, mais en fait, on pourrait parler de réseau de carrières plutôt. Le morceau de rocher qu'ils extraient, le gros bloc, en fait, on appelle ça un banc. Ce banc, il fait 2 mètres, 2 mètres 20 de hauteur. Le propriétaire nous a expliqué tout à l'heure qu'il a déjà vu plusieurs fois la carrière inondée et voire même des gens pagayer à l'intérieur. En fait, lorsque le niveau de l'eau monte, il y a une dizaine de jours, le temps que ça s'équilibre par capillarité entre le niveau de l'eau du fleuve et le niveau de l'eau qui monte dans la carrière. Et ici, on voit très bien une ligne de démarcation avec une couche verte qui est en fait la couche de limon qui se dépose lorsqu'il y a une crue. Dans le limon, il y a de l'argile et il y a aussi des micro-algues, d'où cette couleur verte. Et en fait, on voit tout le long, sur l'axe principal de la carrière, à peu près à 1,10 m de niveau, cette bande verte. Donc ici, ce qu'on voit, ça n'a rien à voir avec les crues, c'est les comptages d'extraction de pierre. La carrière nous raconte son histoire, géologique et humaine. Les traces laissées par les hommes nous rappellent près de 2 siècles d'histoire. Ici, des dessins de soldats, vestiges du règne de Napoléon Ier. Je suis hollandais, ce 21 février 1810. Et du coup, tout est écrit en phonétique. Je suis hollandais. Pour que la pierre de 2 mètres de haut tombe et ne se casse pas, ils mettaient en fait sur le sol un verre de poudre de tuffeau avec de tout petits morceaux de pierre, mais qui sont enfin, tout ce qui est déchets d'extraction. Ils mettaient dessous, on appelle ça du chapin. Et en plus, dessus, ils mettaient des pierres verticales, donc des pierres hautes comme ça, une vingtaine de centimètres, voilà. Des pierres verticales qu'ils appelaient soit des chandelles, parce qu'elles étaient comme des chandelles, ou soit des gendarmes. Ça amortit, les premières pierres, en fait, elles se brisent, en fait, tout simplement, et puis la couche de chapin, en fait, c'est comme un matelas, quoi, on va dire. Donc ça amortit la pierre. Les plafonds de la carrière sont presque entièrement recouverts de motifs. Réalisées avec une bougie ou une lampe à pétrole, elles illustrent souvent la vie quotidienne. Des charrettes, des scènes de chasse et de pêche se confondent et se laissent deviner à la lumière de nos frontales. Là, on a une gabarre qui a été dessinée, donc la gabarre c'est un bateau typique de la Loire. Tout du moins, on suppose que c'est ça par rapport à la forme qu'on en devine. Bateau de Loire, parce que la piautre à l'arrière, la gouverne du coup qui est coupée ici en bas, mais qui est sa forme normale, ça permet de pouvoir naviguer lorsque l'étiage, le niveau de la Loire est extrêmement bas. On reconnaît aussi au fait que c'est pas un bateau de marine, mais un bateau de fleuve, avec l'anneau qu'on a ici juste là, qui est au bout de l'ancre, et qui permet certaines manœuvres dans les fleuves. Donc après on a 3 personnages, hein, dont un qui a perdu une partie de son corps ici,
et de toute évidence, ils ont l'air d'être en pêche. Donc si l'écriture qui est au-dessus a été faite en même temps que le dessin, on sera aux alentours de 1817. Le sol de la carrière n'est pas plan. Les carriers travaillaient parfois sur plusieurs étages. C'est en se glissant sur le sol qu'on découvre cette salle dont l'entrée est aujourd'hui recouverte par la roche. Alors, il y avait ce qu'on appelle les salles de veillée. Donc c'est les paysans qui se réunissaient chez eux, en général autour du feu l'hiver. Mais dans des villes comme Bourré, ça se faisait en carrière. Et donc en général, c'est une salle qui est dans la carrière. Donc là, on est probablement dans une de ces salles, bon, d'où tous les dessins. Après, les carriers, donc il faut imaginer qu'il y avait des bancs, par exemple, en bois, peut-être aussi des tables en bois, et les carriers ils venaient aussi manger ici, en même temps. Alors ici, on a une scène de village avec 3 petites scénettes qui vont ensemble. Il y a un sol identique pour tout le monde. D'abord, on a Gatien, sa femme et son cochon. Avec ici les 3 personnages. Gatien avec une petite bulle qui dit brrr. Le cochon qui va manger quelque chose dans un baquet fumant. Et la femme de Gatien, donc, qui dit cochon du diable, qui tire la queue du cochon et qui lui tape dessus avec une petite branche. Alors partout dans la salle, mais c'est aussi le cas un peu partout dans la carrière, mais vraiment particulièrement dans cette salle, on a des noms du vrai Ernest, des dates qui sont le témoignage de tous les gens qui sont passés ici et qui ont voulu laisser leurs traces. Celui qui a laissé une trace assez détaillée, c'est un compagnon du Tour de France qui devait être de passage dans la ville et qui a inscrit Valette Octave, dit Beauceron, donc Beauceron c'est son nom de compagnon sur le Tour de Souffrance. On a une girafe avec un petit girafon qui est légendé, donc juste en dessous, girafe et son petit, avec un palmier. Et ce qui est amusant, c'est que cette girafe, avec son palmier, si on enlève le petit, elle ressemble vraiment aux représentations qu'on faisait de Zarafa, qui était la première girafe qui est arrivée en France. Et Zarafa, elle est souvent représentée avec un personnage qui ressemble beaucoup à ce monsieur. Un personnage un petit peu exotique, avec un mélange de ce qu'on pouvait imaginer d'un Indien et d'un Africain à l'époque. Il a un petit pantalon bouffant, un manteau un petit peu particulier et un chapeau, une petite barbiche et une moustache. Et donc souvent, les représentations de Zarafa, on a Zarafa, un palmier et un personnage avec un pantalon bouffant. On fera de la salle de veillée notre bivouac pour la nuit. Une façon de goûter à un silence et une obscurité totale avant de regagner les rives de la Loire.